défendre. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le Bisport, votre émission sportive en direct sur notre page Facebook, le Bisport. Et pour m'accompagner ce soir, Riyad Saïdi. Salut Riyad. Salut Nassourdine, salut à tous. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ouais, ça va. Nickel, nickel. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu autant dans la table. T'as vu ça? Ouais. Avant que l'Algérie gagne 3-0 face à la Colombie. Ouais, contre l'équipe C de l'équipe de Colombie. Mais c'est quand même une victoire 3-0. Donc félicitations aux champions d'Afrique. Merci de rappeler le titre. Ça fait toujours plaisir. Exactement. Mohamed Touré, comment tu vas? Ça peut aller. Tranquillement? J'ai pas aimé ta vanne sarcastique à mon arrivée. Alors, dis-toi à nos auditeurs, vas-y, qu'est-ce que j'ai dit? Ce qui est en off reste en off. Mais D'accord. j'ai pas savouré. Ah, sur ton palmarès? J'ai pas apprécié du tout. Effectivement, avec Mohamed, hein. Tu n'as pas de palmarès, c'est un fait. Le dédain du mec, c'est incroyable. Allez, ce soir, émission spéciale avec l'interview de Romain Molina que nous aurons au téléphone dans quelques instants. Romain Molina, c'est un journaliste d'investigation spécialisé dans le football et notamment connu avec ses vidéos YouTube d'analyse, mais aussi grâce à ses livres, notamment sur Cavani ou encore Unai Emery. Et on reviendra ensemble sur ses dernières vidéos, ses expériences dans le monde du football ou encore de ses ouvrages. Dans le reste du programme, débriefing de la 10e journée de Ligue 1, les championnats européens et en conclusion, la terrible élimination du 15 de France en quart de finale de la Coupe du Monde. On verra ça avec Mika. Momo, t'as regardé le match? Ouais, je l'ai regardé. Ouais, le coup de coude qui a fait mal. On n'est pas passé loin. Ouais, c'est une grande frustration. 3 minutes près. Ah, c'est dur, c'est dur. On va en parler avec Mika. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux en tapant LBSFM sur Twitter, Insta et YouTube. Et on démarre l'émission, comme annoncé dans le sommaire, avec Romain Molina que nous avons en ligne. Salut Romain! Salut à tous et merci pour l'invitation. Merci à toi d'avoir accepté cette invitation. On est ravis de te recevoir dans l'émission et avec toi on va un peu discuter de tes vidéos YouTube, de tes ouvrages ou encore de tes expériences dans le monde du football. Pour commencer Romain, comme tu le sais, voilà, tu es connu du grand public grâce à tes vidéos YouTube. Pourquoi déjà avoir choisi cette plateforme pour t'exprimer et exprimer ton travail? Bon, ça date d'il y a quelques années déjà, quand j'avais un site internet qui s'appelait Adfree, qui était un site autour du football britannique, et je trouvais assez intéressant de combiner l'écrit et aussi de la vidéo, c'est-à-dire sur tous les formats, parce qu'il y a des gens pour qui la lecture c'est compliqué. Et donc mon idée c'était un peu d'être complémentaire, et c'est pour ça que je fais mes livres et que je fais aussi des vidéos, parce que comme ça, chaque personne qui aime le foot peut trouver quelque chose et essayer de comprendre. Il y en a qui n'aiment pas les vidéos, qui aiment lire, il y en a, bon, ils sont pas nombreux, il y en a qui aiment regarder des vidéos, donc voilà, c'était une idée de complémentarité, et puis dans le même temps, ça ne me prend pas de temps. C'est-à-dire que quand je fais une vidéo, bah, j'improvise, tu vois, je connais mon sujet avant, je fais pas une fiche Wikipédia en disant, tiens, regardez, je connais le sujet. Donc il y avait aussi ce côté-là, qui me paraissait intéressant, parce que vu que je travaille énormément à côté, faire des vidéos à l'époque, ça me permettait de faire du contenu sans me prendre trop de temps. Ouais, d'ailleurs, tu parles de ton travail. Comment tu procèdes généralement au niveau des choix des sujets et comment tu prépares un peu tes vidéos globalement? Bon, je les prépare pas, c'est surtout ça. C'est à l'ancienne, c'est old school, c'est en une prise. Bah écoute, comment te dire, ça dépend. Des fois, il y a des sujets que je vais aborder. Par exemple, là aujourd'hui, j'aborde les matchs truqués parce que l'UEFA fait un communiqué, personne n'a remarqué. Ils ont quand même fait un communiqué en appelant à l'aide parce qu'ils n'arrivent plus à endiguer les matchs truqués et ils te mettent dans le communiqué, il n'y en a jamais eu autant en Europe. Il n'y a pas un mot dans la presse francophone. Ouais, c'est problématique quand même. C'est flippant. Ouais. Parce que tu peux toucher de l'argent sur les transferts, mais là, un match truqué, c'est le cancer du foot. Si les matchs sont truqués, on regarde plus le foot, c'est fini. Donc j'ai fait quelque chose là-dessus. Bon, on va dire que je travaille mes vidéos avec beaucoup de travail en amont, dans le sens où je maîtrise des sujets dont je parle, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de prendre de notes, etc. Des fois, je sors un vieux tableau pour que les gens s'y retrouvent. Mon but, c'est toujours de vulgariser, de permettre à tout le monde de comprendre des sujets assez complexes, notamment avec des termes économiques, etc. Ou par exemple, comment tu truques un match, pourquoi tu truques un match, comment tu contournes la vigilance des comptes des serveurs pour ne pas te faire choper. En gros, si tu n'as pas une grande connaissance du milieu, que tu n'as pas travaillé avant parlant à plein de gens, en voyant plein de mecs, bah tu peux pas, parce que ça, tu vas pas y trouver sur Wikipédia. C'est clair.
C'est clair. Alors, on a regardé un petit peu tes dernières vidéos sur YouTube, Romain, et j'avais envie de commencer par celle concernant le Real Madrid, la plus récente sur ta chaîne. Et tu avais évoqué la stratégie, le changement de stratégie de recrutement du club, qui est plus tourné vers l'étranger, alors qu'il y a quelques années, c'était plutôt un recrutement autour des jeunes joueurs espagnols. Et en ce moment, on remarque que la sélection espagnole est un peu en difficulté, notamment depuis le titre lors de l'Euro 2012. Est-ce que selon toi, ça a un lien de cause à effet, le fait que un grand club comme le Real Madrid ne concentre plus son recrutement sur les jeunes joueurs espagnols, et le fait est que bah, justement la sélection espagnole est en difficulté maintenant depuis quelques années? Bon, ils avaient une génération dorée, faut pas oublier qu'aussi le foot évolue. On ne peut pas dire que le foot de possession des années, on va dire 2006 à 2010, aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas. Aujourd'hui, on cherche beaucoup de verticalité. Donc il y a des époques, hein, comme ça change. Mais je te répondrai simplement que la plupart des joueurs espagnols que le Real a amenés ont déçu. Hygiène de vie douteuse, des mecs qui se sentaient plus pissés, irrégularité, grave blessure. Il suffit de regarder entre les Isco, Asensio, Lucas Vasquez et que sais-je encore, le nombre de mecs qui aujourd'hui sont titulaires indiscutables au Real. Mais il n'y en a pas. Ouais. Donc ça, il y a aussi ça, même s'ils continuent de recruter espagnol, hein, ils ont pris Brahim Diaz de Manchester City, un jeune espagnol qui rejoint l'hiver, il y a un jeune de Saragossa qui a signé aussi cet été. Mais on va dire que c'est une internationalisation globale, comme tous les clubs aujourd'hui. De toute façon, le football est le sport le plus mondialisé, c'est un acteur de la mondialisation. Et quasiment tous les clubs aujourd'hui ont une vision internationale. La seule différence, c'est que le Real a une stratégie très agressive sur l'international, et que s'ils ont envie de faire un joueur, ils sont capables d'aller sortir des sommes pas possibles. On l'a vu avec les deux Brésiliens, Vinicius et Rodrigo. Ouais. Et le rôle du coach Zinedine Zidane dans tout ça, est-ce qu'il a son mot à dire dans la stratégie de recrutement? Moi, je te laisse un peu en parler. Sinon, il serait parvenu. Après lui, bon, tout le monde sait qu'il fait des pieds et des mains pour Paul Pogba, il fait des pieds et des mains pour Fernand Mendy, qui faisait pas l'unanimité au club, et Pogba encore moins, parce qu'il y a notamment un souci avec l'agent de Pogba et Florentino Pérez. C'est pas les meilleurs amis du monde, on va dire. Ouais. Donc oui, à ce niveau-là, il a de l'influence, parce que s'il revient au Real, c'est pour avoir décidé aussi de certaines choses. Maintenant, l'une des personnes au Real qui a une énorme influence, c'est Rouni Calafat, qui est plus ou moins le directeur de recrutement. Donc c'est un hispano-brésilien qui, lui, utilise ses réseaux internationaux. La presse le peint comme un monstre absolu. C'est marrant parce que la réputation qu'il a dans le milieu des recruteurs, elle est inversement proportionnelle aux commentaires médiatiques à son sujet. Donc je trouve ça assez drôle. Zidane a aussi fait des pieds et des mains pour empêcher la venue de Neymar. Ah, exactement. Bah, sans Zidane, Neymar resterait, c'est sûr ça. Ouais. Là, je te le signe, je te le resigne et je me coupe les couilles si c'est pas vrai. Et j'y tiens. J'y tiens quand même. Comme nous, on y tient tous à cette partie-là. On y tient, les gars. Justement, est-ce que tu sais pourquoi d'ailleurs, Romain, est-ce que tu sais pourquoi Zidane est hostile à l'arrivée de Neymar? Non. Quand il y a un sujet que je ne maîtrise pas à fond, je préfère m'abstenir, je suis désolé, là, je ne saurais plus dire. D'accord. On va enchaîner avec un autre sujet que tu as évoqué sur tes vidéos YouTube, c'est l'Olympique de Marseille, d'ailleurs, qui a joué hier, et sa stratégie vers le continent africain. Bon, tu dis en gros dans ta vidéo que voilà, la stratégie n'est pas tellement huilée et pas tellement travaillée. Et est-ce que justement ce qui se passe à l'OM, c'est pas le signe de dirigeants qui sont complètement déconnectés de la réalité et qui ont du mal à apprivoiser un peu leur environnement? Bah exactement, tu as tout résumé. Bon alors après, il y a quand même deux personnes qui travaillent depuis 6 mois à l'élaboration d'une stratégie africaine. Alors bon, le truc que j'ai envie de dire, c'est que l'OM c'est quand même un club de foot. Et le problème à l'OM, c'est que les priorités, c'est l'image, la communication et la marque. Mais tu ne peux pas avoir de marque si tu n'as pas de bons joueurs. Donc aujourd'hui, est-ce que l'OM fait rêver? Non. Donc oui, c'est intéressant d'aller en Afrique. Le problème de l'OM, c'est que les dirigeants, ils pensent que parce qu'ils sont l'OM, je vais te donner un exemple pour te montrer qu'il n'y a pas de stratégie. Donc ils ont ciblé plusieurs pays maintenant, etc. Il y a plusieurs courants. Donc tout ce qui est le développement de la marque à l'international par l'Afrique, je le comprends, c'est bien fait, pas de souci. Maintenant, ils ont ouvert des OM Schools, c'est un truc de business, c'est un truc d'image. Et donc, ils pensent faire une stratégie sportive après tout ça, d'ici 1 an. Alors déjà, il y a quand même, je trouve, un problème, mais c'est pas grave. Et donc, ils veulent ouvrir, si tu veux, des centres de formation, de performance, d'élite, des OM Academy, dont ils veulent être propriétaires. Et si tu veux être
propriétaire de ça, pourquoi tu vas contacter un club sénégalais comme Djambar qui vend déjà ses joueurs en Europe, notamment en Norvège? Je Mhm. crois que Djambar, ils vont te dire, bah oui, l'Olympique de Marseille, soyez propriétaire de notre centre de formation. Quel est le con qui s'est dit, on va contacter Djambar, c'est un club, alors qu'ils veulent être propriétaires tout de même d'académie de centre de formation. Ouais. Donc en fait, ils n'ont pas contacté les bonnes personnes. Je trouve ça prodigieux. Mm. Tu te dis, il y a des mecs qui ont pensé avant de faire ça. Ouais, c'est vrai que c'est assez. Ouais, Le c'est problème, assez il est bien. dans la structure à l'homme, alors qu'il n'y a pas un homme fort, connaisseur de l'Afrique, qui aurait pu Il y en a aiguiller un. les dirigeants Il y en a un. sur Ils les... ont pris le VPN du Maroc. J'ai perdu son nom, il fait un très bon boulot à la formation là. Ils espèrent le mettre plus tard sur le développement de l'Afrique, mais tu peux pas le mettre à la fois sur les deux. Ouais, Donc, pour l'instant, il est sur le centre de formation, lui. Oui, pour le moment, il est au centre de formation. Mais à terme, ils aimeraient le déplacer sur la cellule africaine. Mais lui, par exemple, connaîtrait très bien le football africain. Maintenant, il y a l'OM, tu sais, qui a plusieurs courants de pensée. Il y a des gens qui essayent de bien faire leur boulot. Malheureusement, tu as des gens qui prennent des décisions et qui connaissent rien au foot. C'est un peu emmerdant quand même. Dans un club de foot, c'est un peu emmerdant, je pense. Ouais. Et Romain, quels sont les pays africains ciblés par l'Olympique de Marseille? Il y a le Sénégal, il y a le Maroc. Quels sont les autres? Les trois du Maghreb, Sénégal, Côte d'Ivoire et Cameroun, si je te dis pas de bêtises. Ouais. Ok. Cameroun, j'ai un doute. Ouais. Et les 5 autres, il y en a 6 en tout cas. Mais tu vois, il y en a 6, ils vont quand même aller se rendre normalement en République démocratique du Congo, parler avec le TP Mazembe, alors qu'ils n'ont pas ciblé la RDC. Donc c'est une stratégie que des à Mazembe, non. Ah non, ils vont y aller quand même. Ouais. Ouais, C'est pour ça que je te dis, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent. Bah, tous les interlocuteurs que j'ai en Afrique, on me dit, ouais, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent, quoi. C'est très flou et très amateur, hein, en tout cas, ce que ça laisse paraître. Bah, quand tu achètes Ranonjic 14 millions, déjà, oui, tu as une direction, c'est soit l'amatrice, soit les complices. Bah, on va dire que pour eux, ils sont amateurs, c'est nous. Ouais. L'autre, ce serait problématique. Et justement, est-ce que des clubs comme l'OM, où on sait qu'il y a pas mal de clans en interne et ça date pas d'aujourd'hui, est-ce que c'est pas des clubs qui sont condamnés à l'instabilité et justement à ce genre de problématique-là? Dans toutes les grandes boîtes, hein, indépendamment du foot, tu as des clans, tu as des luttes d'influence et de pouvoir, donc ça, le foot n'y est pas étranger. Bon, après, l'OM, oui, il y a eu des soucis. Un jour, j'expliquerai comment les agents de Rudy Garcia s'y prenaient, parce que ça, je sais que c'est un fantasme. Qu'est-ce que les agents de Rudy Garcia faisaient dans le mercato, etc. Bah, les mecs sont très malins, je tiens à le dire, mais bon, ils laissent quand même 2-3 traces, donc un jour, j'en parlerai, parce que ça me permettra de montrer aux gens à quel point tout est bon pour gratter un billet. Mais Ils oui, se à remplissaient l'OM, bien il y les a poches, des surtout. influences dans tous les clubs. Hein, dans tous les clubs. Pas Regarde. plus, ça va. Là, j'ai dit, ils se remplissaient bien les poches, avec par exemple Sertic, qui est un fantôme à l'OM, et puis ils ont bien mangé dessus. Ah ben c'était à eux, ouais, bien sûr. Alors que normalement, il doit y avoir une clause dans le contrat de Garcia où il y avait interdiction de faire travailler ses agents. Mais bon, la clause Il a fait mystérieusement sauter celle-là. disparu. Ouais. Il a fait sauter là, sa reconduction à l'homme il n'y a même pas un an. Alors il vient de signer un an. Ouais, ça va très vite. Hein. Donc c'est soit le propriétaire, enfin le président, il est con, soit il est complice. Mais il y a un des deux. Ouais. Les deux. En ce moment, c'est le moins qu'on puisse dire. On va continuer de décortiquer tes dernières vidéos YouTube et bon, une affaire africaine qui me concerne directement. C'est la vidéo que tu as fait sur les Comores. Toi qui as suivi le dossier de près. Et alors, il y a des élections qui vont arriver très prochainement là concernant le président de la fédération. Et elles ne sont pas suspendues. Oui, ça c'est pas faux, c'est pas faux. C'est encore très flou et très compliqué. Est-ce que tu penses que ces élections, si elles ont lieu, est-ce que c'est un tournant pour le foot comorien ou c'est trop tôt pour le dire? C'est tôt pour le dire, mais au début, cette affaire, pour ma part, parce que bon, j'ai la chance d'avoir des contacts ici et là dans le monde entier. J'ai quelques copains en Comores, qui jouent pour la sélection. Et en fait, ce président-là, il est montré du doigt par toutes les fripouilles. Donc toutes les fripouilles essayent de l'avoir. Et j'aime pas, normalement je prends jamais parti, mais là je me suis dit, attends, si tous les enfoirés le montrent du doigt, c'est que le mec il doit pas être trop mauvais. Ouais. Bon, pour donner un indice que j'ai pas dit dans la vidéo, mais un jour il y a eu une espèce de réunion, et en gros les partisans du président n'ont pas pu rentrer parce qu'il y avait 2 militaires qui les en ont empêchés. Ah ouais, ambiance. On est quand même, il y a eu des dizaines de milliers, des centaines de milliers, excuse-moi, d'euros de subventions données aux Comores. Il n'y a jamais eu de projet abouti parce que où l'argent. Ouais. Donc c'est vrai que l'ancien président Salim Turki, where is the money, hein, Salim. Donc honnêtement, ça peut pas être pire que l'ancien président, tu vois. Tu mets n'importe qui, ce sera moins pire. Ouais. Donc c'est triste parce que je pense qu'il y a un vrai potentiel, il y a des gens qui veulent aider, mais quand tu vois ça, tu as envie de faire quoi? Tu as envie de te tirer une balle, quoi. Ça, c'est Mais clair. c'est symbolique parce que vu que c'est les Comores, entre guillemets, ça passe, tu vois, les gens s'en foutent un peu. Alors que non, normalement, non, ça s'en fout, c'est dramatique.
suis bien d'accord avec toi, Romain. Je pose ma candidature pour un poste de trésorier. Non, mais on veut pas tes. Et Non, toi, t'as les mauvaises intentions. Non. Ce genre de petite fédération, on sort beaucoup de subventions de la FIFA, non? Ouais, mais tu Du sais, coup, la FIFA a un droit de il y a tellement regard aussi, non? détournement de fonds dans les subventions, dans les projets FIFA, parce que pourquoi? Parce que la FIFA, ils tiennent les mecs comme ça. En fait, au début, je réfléchissais en mode sportif, mais c'est scandaleux, il y a des détournements. Mais j'avais pas compris, en fait, l'intérêt. L'intérêt pour la FIFA de faire ça, c'est d'avoir des votes. Si tu donnes des subventions et que tu regardes pas trop et que les mecs s'en mettent plein les poches, Ouais, bien sûr. t'inquiète pas qu'après, les types, ils vont voter pour ça, parce que tu les tiens par les couilles. Ouais. C'est ça, en fait. Ouais, effectivement. Donc, ils s'en foutent de donner de l'argent pour rien. Parce que, par exemple, on peut parler du Gabon. Hein. Ah, parce que là, le foot gabonais, dans le folklore général, alors là, ça, c'est plus le folklore, c'est criminel. Eux, c'est criminel. Ah ouais. Normalement, ça devrait être prison à vie, et moi, je leur couperais tous les couilles. Non, parce que, attends, je te le dis, je vais faire un machin, il y a une culture du viol quand même et de la pédophilie au Gabon, hein, dans le foot. Hein. Ouais. Je suis dessus, laisse-moi encore un peu de temps, mais j'ai jamais vu pire que le Gabon. Ouais. Je te le redis, il y a une culture du viol dans le foot gabonais. En gros, tu dois donner ton cul à un moment donné pour aller en sélection. C'est magnifique. Ça fait froid dans Tout le le monde dos. le sait, hein. Ouais. Bon, ça peut être gêné, c'est pas grave. D'accord. Donc, quand tu vois ça, tu fais quoi? C'est soit tu fermes les yeux, soit tu essaies d'enquêter, d'aller plus loin. Parce que moi, j'ai rien à gagner, mais enfin, si, niveau conscience, tu vois, dignité, de me dire quand même. Pour des sélections, Pas fermer les yeux là-dessus, tu vois. pour être appelé en sélection féminine, par exemple? Parce qu'il y a notre pays... Masculine. Ah, Masculine. Féminine, je sais pas. Masculine, c'est sûr et certain. Et il y en a pas qu'un qui a donné son cul. Ah, c'est du foot, hein. C'est quand même. Ouais. Ah, mais c'est un milieu criminel, c'est un milieu mafieux. Le président de la fédération d'Afghanistan, il violait ses joueuses. Voilà, avec féminine, il y avait... On a commencé à faire des affaires dans la presse, que la FIFA est arrivée, elle dit bon, on suspend la vie. Il y avait des dénonciations avant. Ouais. Oh, il avait, dans le rapport d'enquête que j'ai lu, il avait une dark room, le mec. C'est incroyable. Tranquille, ça passait, tranquille. C'est surtout les intérêts quand il y a de l'argent. Quand il y a de l'argent. Une sélection, elle te ramène, surtout. elle te ramène de la visibilité, de l'argent, donc forcément les gens pètent un peu. Ouais. T'avais une remarque, Riyad sur la vidéo concernant les Comores, tu parles aussi d'une question qui ne concerne pas que la sélection comorienne, mais beaucoup de sélections étrangères. C'est la question des locaux et des expatriés. Et de la cohabitation entre ces deux types de joueurs-là. Et justement, j'aimerais avoir un peu ta position sur le sujet et comment, selon toi, et vu ton expérience, comment gérer cette cohabitation qui peut paraître des fois dans certaines sélections assez difficile. Je pense qu'il y a des problèmes entre les locaux, les mecs qui vont à l'étranger, les binationaux et tout, dans toutes les sélections. Là, il y a un gros problème, par exemple, en Irak. Alors en Irak, c'est en vache parce qu'il y a des joueurs qui refusent de passer la balle sur le terrain à 12 parce que sinon ils ne vont pas être sélectionnés. Alors derrière ça, il y a souvent une histoire de fric quand même parce que les mecs locaux qui sont sélectionnés, c'est pas censé savoir, c'est justement censé savoir que la FIFA donne des dividendes et des bonus aux clubs qui ont des internationaux. Donc souvent les propriétaires de clubs connaissent les mecs de la Fédé. Donc en gros, si leurs joueurs ne sont pas sélectionnés, c'est un manque à gagner. D'accord. Ouais. Donc, par exemple, en Tunisie, ils sont spécialistes pour ça. Bon, alors, en même temps, la Tunisie, folklorique aussi. Hein. La Tunisie, ils se servent des locaux pour les mettre en sélection, pour les mettre en valeur, pour les vendre dans le golf. Et c'est organisé par le président de la Fédé, c'est Sbire à côté. C'est magnifique. C'est aussi en lien avec les présidents de club d'Espérance qui chapeautent un peu tout pour pouvoir rendre des avocats, des agents. Bon, enfin. Mais de toute façon, il y a un billet à gratter un peu partout. De toute façon. Mais oui, les locaux, ça peut être problématique. Parfois, il y en a qui le prennent mal, ça dépend, je pense, de l'insertion des caractères. Tu vois, aux Comores, par exemple, quand Jamel Bakar revient avec 10 kilos de trop et qu'il exige de jouer, je suis pas persuadé que les locaux doivent bien le prendre. Ah non, c'est un scandale. Ali Amada aussi, niveau ventre, m'emmener, je sais pas, par exemple. Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai. Tiens, comme c'est bizarre. Non, mais vous parlez comme si je le défendais. Non. Ah si, ah non, Riyad, c'est faux. Riyad, je parle sous ton contrôle. C'est archi faux. Riyad, je parle sous ton contrôle. Moi, j'ai juste dit qu'il avait fait un bon match contre la Guinée. Mais avant ça Mais non, avant, en plus, il faisait pas mal de boulettes comme il faisait en club. Donc, mais encore non, mais bref, on va pas parler d'Ali Amada. Voilà. Justement, tu as parlé de l'Irak, Romain. On va s'intéresser avec toi sur le continent asiatique parce que tu as fait pas mal de vidéos concernant cette zone-là. Et notamment, tu as sorti un mini-reportage où tu étais au cœur des supporters irakiens.
Et du coup, j'aimerais avoir ton regard sur ce football qui est pas vraiment connu en Europe. En tout cas, nous, on n'a pas C'est trop fort. Ouais, Ah, voilà. bah, c'est exceptionnel. Bah, j'ai fait Pakistan-Cambodge, Ouais. j'ai fait Bahreïn-Irak et Yémen-Arabie Saoudite. Venez me chercher. Yémen Arabie Saoudite, ça devait Bon, être alors, si je spécial. dis ça en France, vu le climat actuel, je serais plus ou moins considéré comme un terroriste classé S, donc il manque plus que je me fasse pousser la barbe. Ouais, ça c'est vrai. Et plus sérieusement, les plus belles expériences que j'ai eues, la plus belle que j'ai eue, c'est Pakistan-Cambodge, parce que c'est le premier tour de la Coupe du Monde. Ouais. Donc s'ils perdaient, ils étaient éliminés. C'est match retour, le Pakistan ne peut pas jouer à domicile, Mhm, donc ils le jouent au Qatar. mhm. Donc j'ai passé 2 jours avec la sélection pakistanaise, tu vois, j'étais avec eux. Bon, je connais bien le capitaine, j'avais eu le contact du DTN, donc c'est sympa, tu vois. Et Ouais. alors j'ai connu le coach, le staff. Il y a un entraîneur de gardien qui, au bout de 10 minutes, a commencé à me parler de meufs, c'était exceptionnel. Excellent. Donc le capitaine, faut imaginer, Hassan Bashir, c'est le meilleur buteur de l'histoire du Pakistan, c'est un des plus mauvais pays de foot au monde. Ils n'ont jamais gagné un match de leur histoire en qualif à la Coupe du Monde, jamais un. Et donc, je jouais contre le Cambodge, j'ai perdu 2-0 en fin de match au Cambodge, on se retrouve là-bas. Et Bachir, c'est donc il a 32-33 ans, faut imaginer la scène. Hein. C'est un mec qui fait 90 kilos, il doit faire 1m90, il a une barbe de taliban, il a une voix toute douce, il parle 5 langues et il est proviseur d'école au Danemark. C'est pas la moitié d'un con, le mec. Hein. Incroyable. Il a créé une école justement pour la communauté musulmane défavorisée de Copenhague, et Mhm. son programme a été tellement jugé bon qu'il est subventionné par le gouvernement danois. Ah Et en ouais. fait, les vacances qu'il prend, c'est pour venir jouer au Pakistan et en gros se prendre des branlés. Ah, Ça, mais ça, c'est- ça. ah, c'est un sacré Il a personnage. joué 22 matchs, je crois, en sélection. Il a pu jouer une seule fois à domicile. Parce qu'à chaque fois, il y a un problème. En 2014, 2018, non, c'est pas la dernière, c'est en 2018, donc c'est en 2015. Il jouait contre le Yémen. Mhm. Donc ils allaient jouer à Lahore. Veille du match, 3 bombes explosent en centre-ville, 90 morts. Allez, un peu plus. Enfin bref, c'est Pakistan, quoi. Ouais. Et donc, il a marqué d'ailleurs. Ils ont perdu finalement. Et moi, j'ai vu le match derrière le banc de touche. Il y avait quoi 60-80 Pakistanais qui vivaient au Qatar qui étaient venus. Donc imagine un stade de 20 000 places où il n'y a personne. Ouais. C'est un match de Coupe du Monde. T'as Keisuke Honda, le joueur japonais qui est aussi sélectionneur du Cambodge, c'est quand même un concept, Oula. qui est là Honda, avec 2 franco-khmers, t'as des joueurs qui sont nés en France, de parents cambodgiens qui jouent pour le Cambodge. Ouais. Et de l'autre côté, les Pakistanais, j'ai vu le match avec un mec qui fait des études d'ingénieur, qui joue en D2 Qatari, qui est pakistanais, et un Ouais. prof d'anglais pakistanais. Ouais. Mais le mec, vu qu'il devait rejoindre la sélection, il pleurait. Mais il a failli me faire chialer ce con à la fin. Moi j'ai fait chialer avec des Pakistanais, alors que je suis pas pakistanais. Mais c'était magnifique. Tu voyais le côté pur. Et après, Ouais. oui, j'ai fait Bahreïn-Irak et Yémen-Arabie Saoudite, et j'étais au cœur des Yéménites. Ouais. Alors là aussi, c'est folklorique. Le Et Yémen, c'était comment? Les Yéménites avaient vraiment une haine par rapport à la situation Ouais. avec les Saoudiens ou... à la base, c'est une guerre tribale, hein, le Yémen. Hein. Ouais, À la ouais. base de tout ça, c'est une guerre tribale, et comme d'habitude, quand ils ont un problème, qu'est-ce que fait le gouvernement? Il va toquer à Riyad, vous pouvez nous aider, s'il vous plaît? Alors après, c'est particulier. Le Yémen, c'est particulier. Mais évidemment, il y a des mecs en sélection et autres. Et tu vois, j'ai réussi à percer on va dire, l'intimité yéménite, ce qui n'était pas facile, je te le cache pas. Donc j'ai mangé avec eux, etc. Puis le lendemain, j'ai vu le match avec les Yéménites. Moi, j'ai pas demandé à être en tribune de presse, moi je me suis mis avec eux, tu vois. Mm. Et magnifique, magnifique. Il y avait ma copine qui était là, alors c'était la seule femme non voilée, c'était assez marrant, parce qu'elle est colombienne. Donc les mecs, ils voulaient tous faire une photo avec elle, c'était la star du match. C'est génial. Alors que les Irakiens, tu vois, par exemple, sociologiquement, les Irakiens, donc, qui sont en Bahreïn, il y avait au moins 30% de femmes dans le public. Ouais. Les mecs avaient voilé, pas voilé, etc. Parce que t'as féminisme, comment je peux expliquer? L'Irak, c'est une multitude de peuples, de confessions, etc. Mhm. Et c'était différent. Par exemple, le public yéménite, il n'y a quasiment pas de femmes. J'ai vu quelques femmes, c'est des grands-mères, tu vois, qui avaient accompagné leurs enfants et tout. Mhm. C'était beaucoup plus chaud, mais très gentil, tu vois. Et le peuple irakien, c'est magnifique. Tu vois, je te donne une anecdote. Donc, je vais au match, donc j'ai passé 2 jours avec la sélection, etc. Bon, bref. Je connais un ami irakien qui s'occupe de ramener les binationaux et tout, qui est architecte. Donc on va au match ensemble, avec un agent irakien que j'ai connu là-bas. Et donc là, on est au parking, il va voir un type, il me dit, monte dans la voiture, tu montes dans la bagnole d'un type que tu connais pas, il est irakien, il t'emmène, bon, finalement. Et à la fin du match, il vient me voir ce mec, et il me dit, comment tu rentres à ton hôtel? Il y a 25 km au-dessus. Il me dit, moi je te ramène. Je ne connaissais pas. Je lui dis, ça me gêne, tu vois, il y a quand même. Il me dit, non. Alors, je lui dis, ok, mais laisse-moi qu'on aille manger dans un resto irakien et tout, et je t'invite. Ok. Mais j'ai pas pu payer, impossible. Tu peux payer avec les Irakiens, mais sinon ils te tuent. Ah Donc ouais. c'est un peuple que j'ai vu qui est magnifique, Ouais. qui est méconnu évidemment. Mhm. Et tu vois, grâce au foot, j'ai pu faire ce genre de rencontre-là. Dans la sélection irakienne, la star, c'est un chrétien par exemple. C'est D'accord. marrant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, Riyad. Et justement, c'est toutes ces histoires-là qui t'attirent pour parler de ces pays-là, de ces championnats par rapport au... Tu pourrais Ouais. faire des sujets un peu plus faciles sur le championnat français, allemand, anglais.
C'est ça qui t'attire, ces histoires avec ces personnes-là? Ouais, j'adore les outsiders. Ça permet aussi de voyager, de comprendre un peu les pays, les gens. Et puis j'ai toujours envie de proposer quelque chose de différent qui me ressemble. Si j'ai envie de faire du buzz et du clic, je ferai que des sujets PSG, etc. Vu les entrées que j'ai, Monaco, Lyon, machin, enfin tu vois. Mais ça m'intéresse pas, j'ai envie de faire ce que j'aime. Mais ce que j'aime, c'est le contact, c'est l'humain. Je crois sincèrement que tu peux pas avoir les accès que, par exemple, avec les Irakiens, on s'est mis dans le lobby de l'hôtel de 3 heures, on a parlé. Je parlais de tout avec les joueurs, etc. Donc je connaissais déjà. Pareil avec les Yéménites, où j'ai eu l'entraîneur des gardiens, un des secrétaires généraux, etc. Bon, le problème, c'est que les Yéménites ne parlaient pas trop anglais. C'est un peu la merde. Mais les Pakistanais, pareil, ce genre d'accès-là, je sais pas, gars. Donc c'est pour ça que j'aime des sujets un peu différents, parce que tu fais des rencontres, tu fais du journalisme, en fait, je fais ça à l'ancienne, quoi. Ouais. Comme ça se faisait il y a... Moi, je n'étais pas en tribune de presse, je me mélange avec les gens, tu parles, etc. Alors oui, c'est sûr que je suis tout seul à faire ça en France. Je pense qu'il n'y a personne, il n'y a aucun connard qui va aller se taper Bahreïn-Irak, mais magnifique. Et bon, c'est aussi un peu le but de mon prochain ouvrage, et tu vois, là, je vais peut-être y aller pour le New York Times pour parler, mais je vais peut-être aller en Syrie pour faire un derby de Damas. Non, moi, je me prends pas au sérieux, tu vois. Moi, c'est pas drôle, non? Derby de Damas. Petit côté aventurier. Non, mais c'est bien. Franchement, c'est. Bon, c'est sûr que la Syrie, là, je dis ça, je vais me retrouver fiché, tu vois, et je veux faire Iran-Irak en plus. Oula. Ouais. Ah ouais, Ouais, non, quoi que c'est des bonnes relations entre les deux, mais... Toi, tu vas pas arranger Iran-Irak, ce serait magnifique. T'imagines, aujourd'hui, vu que l'Iran, c'est l'axe du mal à eux tout seul, en Iran pour Iran-Irak, c'est sympa. Non, mais c'est vrai, ça On fait. rigole. Et c'est ce retour Ouais. au foot terre à la terre, quoi, qui a fait que tu délaisses un peu les vidéos sur le PSG, bon, à part en temps de mercato, comme on a pu le voir cet été avec Neymar, mais tu délaisseras un peu plus les grands championnats, quoi. Bah, globalement, j'en parle un peu de temps en temps, mais j'essaie toujours de trouver des angles différents. En fait, je regarde un peu, souvent c'est des tours, on commente les matchs, etc. Moi, je laisse ça aux gens qui regardent à fond les matchs. Moi, des fois, quand je regarde, je peux en parler, mais moi, j'essaye de parler en fait de tout ce qu'il y a autour du foot, de montrer qu'aujourd'hui, le foot est un objet de pouvoir qui dépasse son carcan. C'est un objet de puissance et d'enjeu mondial. Il suffit de voir en Chine, par exemple, le gouvernement qui a un projet pour le centenaire au nom du Parti communiste chinois à l'horizon 2050. Par exemple, en Chine, ils sont en train de développer le foot à mort au Xinjiang, donc à l'ouest du pays, là où est concentrée la population musulmane ouïghour, afin de développer un sentiment pro-chinois chez cette population-là, qui est évidemment opprimée, vit dans des camps. Si le football n'est pas un objet politique utilisé par le gouvernement chinois, je suis évêque, tu vois. Donc, je peux te le dire pour tous les pays du monde, quasiment. Donc, c'est fascinant à étudier. Il n'y a pas grand monde qui le fait. Souvent, on est sur des raisons géopolitiques très simples ou autres. Des fois, il n'y a pas que de la géopolitique, ça peut être pour plein de raisons différentes. Et ça me permet aussi de comprendre les gens, les pays, etc. Et c'est ce que j'aime. En fait, c'est égoïste, mais je ne réagis pas en termes de ce que les gens attendent ou faire des scores, je réagis en termes de ce qui me rend heureux. Je préfère vivre avec peu, mais vivre heureux. Très belle philosophie de vie, Romain. Romain, justement, dernière question. Avec tout ce que tu sais autour du foot, via tes livres, notamment le dernier ouvrage, La Mano Negra, c'est quoi ton regard sur tout ce que tu as appris au cours de tes différentes investigations? Est-ce que tu as du recul par rapport à ça? Est-ce que des fois tu es un peu blasé par le monde du foot? C'est quoi ton regard finalement sur ce sport et ce qu'il y a autour? Bon, déjà, depuis que j'ai commencé, ça fait quasiment 10 ans, j'ai dû faire 7 ou 800 interviews. Donc maintenant, c'est vrai que j'ai un certain réseau à travers le monde et ça me permet d'avoir un peu de recul. Maintenant, ce que je vais te dire, c'est que mieux vaut avoir de l'humour, de l'autodérision, parce que sinon, tu te tires une balle. Hein. Donc maintenant, des fois, des escroqueries et tout, j'en rigole. Faut rire, de toute façon, j'ai plus que ça à faire. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs, des fois, tu te dis, c'est pas possible à quel point les gens, ils sont pris pour des cons, ils continuent à manger. On leur a mis le nez dans la merde, ils te disent, ça a l'air très très bon. J'en reprendrai un peu. Merde. Et donc tu te fais insulter, c'est ça qui est génial. C'est un peu comme le porteur de mauvaises nouvelles à Sparte, à l'époque, où tu te faisais caillasser, quoi. Funeste destin. Mais bon, il y a des gens encore merveilleux dans ce milieu. Il y a des gens merveilleux dans le foot. Malheureusement, c'est un objet politique qui est tenu et corrompu comme pas possible. C'est tout un système. Et tu coupes une tête, il y en a 3 autres qui réapparaissent, mais c'est pas grave. Il y a plein de belles histoires aussi à raconter, donc j'essaye de faire un peu les deux à la fois. Mais ouais, des fois c'est flippant. Donc je te dis, maintenant j'en rigole. À chaque fois je dis que c'est folklorique. Maintenant, si j'ai un ami qui est dans le milieu depuis longtemps, qui est très important, à chaque fois il me dit c'est folklorique. Par exemple, lui, il a fait son premier transfert dans un pays de l'Est. Ça c'est fini. Le mec, ils ont négocié, ils ont mis sur la table un gun. Il y avait un Glock.
Donc il m'a dit, quand j'ai vu que la commission elle était de quasiment rien du tout, tu vois, j'allais rien dire. Donc il m'a dit folklorique. J'ai dit oui, folklorique. Le gun. Ah ouais. Donc on Justement, en rigole. en, Parce que si tu rigoles pas, tu te sérieux. Ouais, c'est clair. en parlant de ça, d'intimidation, est-ce que tu as déjà eu des gens qui sont venus t'intimider ou des coups de téléphone ou quoi par rapport à Ouais, des ouais, à enquêtes ou l'époque, par rapport à Anderlecht. ton livre par exemple? Il m'avait écrit un courrier Anderlecht, il voulait m'attaquer, etc. Là, je suis attaqué par un agent au tribunal qui réclame pour 51 500 euros pour diffamation et injure. Ça va, le mec, ça fait pas chier. Ouais. Donc bon, c'est marrant, parce qu'en plus, j'ai tout en main, donc bon, après, c'est marrant. Non, j'ai plus été menacé par le corps journalistique que le corps footballistique. Hein. Ouais, je pensais un peu plus au, je sais pas, à des. Tu parlais des matchs truqués à des, je sais pas, des gens un peu. J'ai reçu des gants de moto chez moi un jour. Des Et j'ai gants jamais su de savoir si ça avait un rapport ou pas. Parce que j'ai pas beaucoup de monde à mon adresse et j'ai même pas de nom de rue, tu vois. Il faut la trouver quand même. Hein. Ouais. Mais sinon, non, je te dis, les menaces vraiment que j'ai eues et des tentatives de destruction, ça a été fait par des gens du milieu journalistique qui n'étaient pas contents de ce que je disais quand je révélais certaines méthodes. Donc on essayait de me faire passer pour plus ou moins un nazi extrémiste ou complotiste ou je sais pas quoi. Bon, c'est con pour eux, c'est pas mon cas et ça ferait. Mais à part ça, je te dis, c'était des tentatives absolument dégueulasses et inhumaines. Non. Donc ce qui me fait dire que le milieu footballistique, tout mafieux qu'il est, je le trouve plus correct que le milieu journalistique. Ouais. Et C'est triste, hein. ouais, c'est très triste. Ouais. On aurait pu penser que les menaces allaient être dans l'autre camp, mais finalement, ouais, comme quoi. Bon, faut faire toujours un peu gaffe, tu sais, j'ai un mec dans les pays de l'Est qui un jour il a dit à un ami, il a dit Molina, ouais, il fait beaucoup de choses, mais qui franchissent pas la ligne rouge, hein. Genre on l'aime bien, mais Attention. il fasse attention quand même, tu vois, donc moi j'en rigole. Ouais. Mais je sais à peu près où m'arrêter quand même, puis tu vois, dans mon livre, La Manon Negra, Ouais. bon, j'ai quand même écrit sur des mecs qui étaient morts un petit peu. Ouais. Parce que les mecs à l'Est, je fais gaffe, tu vois, je touche pas trop quand même. C'est Je suis fou, mais j'ai encore envie de vivre un peu, quoi, donc... un peu comme tout le monde, donc ouais, c'est important, c'est important. Romain, pour conclure, ton actualité, là, tu avais parlé d'un livre que tu étais en train de préparer. C'est quoi ton actualité là en ce moment? C'est beaucoup de boulot pour essayer de survivre. C'est procès avec mon éditeur qui refuse de me payer aussi pour je ne sais pas quelle raison. Ils me doivent quand même tous mes droits d'auteur de l'an passé. Super pour survivre quand tu fais que ça. Donc là, je suis en dégoût avec un gros éditeur, mais qui n'est pas sport, qui est plus géopolitique, et un tout petit pour un projet plus baroque. Donc tu vois, j'ai deux projets de bouquins. Un sur The Beautiful Game, comment le football redestine le destin des peuples à travers le monde. Il y a un truc joyeux, enfin joyeux. Le joyeux, la couverture, c'est un soldat. Bon, c'est une peinture murale yéménite faite par un ami. Un jeune soldat qui regarde par terre avec un fusil en pensant à un ballon de foot. Qui fait signe au kidnapping des enfants au Yémen dans les milices, parce que donc mon ami a été directement confronté à ça, il a perdu un neveu, et c'était un fan de foot absolu. Enfin bref. Et je vais appeler ça The Beautiful Game pour mettre un peu le contraste. Donc dedans, vous allez retrouver des histoires du Bhoutan, du Népal, de Nouvelle-Calédonie, de Centrafrique et que sais-je encore. Et l'autre livre que je veux développer, c'est le football, nouvel instrument de pouvoir. Okay. Donc cela, je pense, sera pour de toute façon, c'est pour l'an prochain. Et puis j'aimerais faire un petit ouvrage géopolitique autour de la guerre au Yémen, mais bon, ça intéresse personne, c'est con. C'est con parce que c'est intéressant et on dit beaucoup de conneries sur le sujet. Tu vois, par le foot, j'ai pu avoir des réseaux justement qui dépassent ça. Au bout d'un moment, tu dis qu'est-ce que tu fais de toutes ces infos-là? Donc peut-être qu'un jour, tu vois, ça m'intéresse ce genre de questions-là. Donc, et puis des documentaires, je travaille sur des documentaires avec un cinéaste anglais. Donc, on va croiser les doigts pour que ça aille au bout. Bon, en tout cas, on te souhaite de la réussite dans tout ce que tu vas entreprendre. Merci en tout cas, Romain. Vraiment, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'était vraiment un réel plaisir. Et puis, tu reviens quand tu veux, tu es le bienvenu. Hein, si vous avez besoin de contact ou autre, si vous avez mon numéro, vous avez juste à demander. Yes. Mon carnet d'adresse, c'est pour vous. Ça marche, ouais, c'est nickel. Merci beaucoup, Romain. Vraiment, merci. On remercie aussi Yacine, hein, qui a fait le lien entre. Qui a fait le lien et qui a malheureusement pas pu venir aujourd'hui, mais qui a fait le lien entre Romain et le Bisport. Donc, merci à toi, Romain, merci à Yacine. Et puis, Romain, on se retrouve très prochainement, je l'espère, à l'antenne. On fait comme ça alors. Et vive les Comores. Merci, Romain. Ah, quelle conclusion. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, on peut pas mieux conclure ton intervention. Ah là là. Ah, ça fait plaisir. Merci, Romain, en tout cas. Merci, Romain. Allez, ciao. Ciao, Romain. Ciao, salut. Ah, c'est un bon. C'est un bon. Il a bien conclu son intervention. Ça fait plaisir. On va te laisser ton moment de gloire. Ah non, mais. Profites-en. J'ai vu vos têtes là. Je crois que ça m'a fait plus plaisir que le Vive les Comores, c'est voir la tête surtout de Riyad. Je sais pas quelle tête je faisais. T'étais pas très enthousiaste. Bref.
On va enchaîner les gars. Ligue 1 rapidement avant d'avoir Nika au téléphone pour évoquer le rugby. Quelques petits résultats. Marseille qui gagne 2-0 face à Strasbourg. Marseille donc qui est quatrième au soir de cette 10e journée. Monaco qui bat Rennes 3-2 avec un duo Slimani Ben Yedder. Il part sur les mêmes stats que Neymar à son arrivée en Ligue 1. Ouais, c'est incroyable. Ah, t'avais envie de la sortir celle-là. Lyon qui n'y arrive toujours pas malgré le changement de coach, 0-0 face à Dijon. Est-ce qu'on se dirige vers une crise Attention, si le match devait être joué 10 fois, Lyon le gagnerait 9 fois, comme l'a dit Rudy Garcia. Ah non, il a pas sorti ça. Ah, si, il a sorti. Sérieux, Ah, t'es pas ça connaître ça? Ah, j'ai Il pas- a sorti. Si on j'ai le joue pas 10 suivi. fois, on le gagne 9 fois. Donc, Et visiblement, la il seule a fois on pas l'a perdu, suivi. c'est parce qu'on n'a pas joué la première mi-temps, bref. Voilà, il a pas changé sa communication en tout cas. Très notre marrant. ami, Rudy Garcia. T'en penses quoi toi de Lyon et de leur avenir Lyon, moi je veux leur laisser un petit peu de temps. On va laisser quand même un petit peu de crédit à Rudy Garcia, comme je le disais vendredi dans cette même émission. Après, bon, il y a quand même du mieux qui a été entrevu au cours de cette rencontre face à Dijon, notamment en deuxième mi-temps. Bon, le manque de réussite, lorsque la confiance te fuit, la réussite, en général, ça va avec. Donc ça va demander un certain laps de temps. C'était Dijon en face. Ils n'ont pas réussi à faire le boulot à domicile. Donc bon, il n'y a pas de défaite au bout, bien heureusement. Ça aurait été, ça aurait été encore pire. Là. ça aurait été cataclysmique comme début pour Rudy Garcia. À voir, à voir. Moi, je pense que Lyon va quand même se relancer à un moment donné dans le cours de la saison. Mais ça va demander du temps. Ouais. On a vu la rentrée de Cherki, la pépite lyonnaise. Premier jour né en 2003, jour en Ouais, Ligue 1. exactement. D'origine algérienne, Cherki. Ouais, Rennes, un peu comme tous les Lyonnais. Comme tous les Lyonnais, c'est pas faux. C'est pas faux. Il est rentré en jeu face à Dijon. Lille qui n'y arrive toujours pas à l'extérieur, défaite de 1 face à Toulouse de Antoine Camboré. T'as vu sa conférence de presse? J'ai adoré. Bah, au moins il est honnête. Bah oui, non. Bah, il était honnête déjà, il savait pas contre qui devait jouer les prochains matchs Toulouse. Ouais. Après, bon, il a parlé d'impact. C'était la Coupe du Monde de rugby. Ouais. Moi, voilà. Il était dans l'actu. Ouais, il Toujours. était dans l'actualité, Antoine Camboré. Pourtant, moi, je me rappelle de sa dernière saison au PSG. C'était Sa deuxième saison au PSG, pardon. C'était un football offensif. Hein. Derrière Lille, c'était l'équipe la plus Quand il termine agréable à avoir 4ème joué. avec Néné, Derrière Lille, c'était l'équipe la plus agréable à avoir joué. Même à Guingamp, il y a eu des matchs super intéressants à voir. Bon, après, vers la fin, c'est parti. Ça, c'est un mal, petit ouais, cacahuète, ouais, puis, ouais. puis, peut-être que ça a lassé un peu les joueurs. Il y a eu quand même des matchs intéressants à voir. C'était pas tout le temps comme la caricature qu'il a faite en conférence de presse, l'impact, la solidité et puis la solidarité. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais. Bon, en tout cas, il commence bien avec Toulouse, avec cette victoire face à Lille. Nantes qui perd face à Metz. Les Nantais, donc leur série est arrêtée, mais il reste deuxième du championnat. Et Nice qui perd 4-1 face au PSG. Est-ce que vous comprenez les polémiques autour de l'arbitrage? 2 cartons rouges pour les Niçois dans ce match-là. Sur Cyprien, je ne le comprends pas, le carton rouge. Je pense que personne ne le comprend à part l'arbitre. l'arbitre qui l'a donné. Après, bon, le deuxième, Paredes joue assez bien le coup en s'effondrant avec la petite claque de... Ah, j'ai oublié le nom du joueur. Comment il s'appelle La petite claque du deuxième joueur d'histoire qui se fait exclure. RL. C'est RL? Non, C'est c'est RL. pas- Pas RL, J'ai un doute. En tout cas, oui, bon, il a trouvé ça. en mettant le rouge à Cyprien, il a cassé la rencontre complètement. Mais après, l'autre joueur n'a pas non plus à mettre une claque à Paredes. Et puis, Ouais. Mais le PSG, en tout cas, était très mal avec le devant. Ouais, ça pouvait basculer, on pouvait voir l'égalisation de Nice, bon, malheureusement, RL. Ouais. Avec Mbappé, buteur, pour son retour à la compétition, et Icardi qui marque encore. Donc, Super passe d'Icardi sur Di Maria. Le premier but. Ouais, la déviation, elle est magnifique. Le deuxième but de Maria aussi. Di Maria qui est le meilleur parisien, et de loin, depuis le début de la saison. Et puis l'an dernier aussi. Enfin, de loin, ouais, ça peut se discuter, mais c'est l'un des Depuis janvier 2000. Depuis l'année civile, le début de l'année civile. À partir de la blessure de Neymar, parce qu'avant Neymar était meilleur. Depuis le début de l'année civile. Il n'a pas trop joué Neymar, mais c'est Di Maria. On va passer. Di Maria,
On va passer, on va rappeler le classement des pronostics Ligue 1. Fera plaisir à Riyad. Le Ah, c'est classement, pas le classement avec lequel j'ai un problème, il va très bien ce classement. le classement dominé par Momo qui a pris 4 points ce week-end. Bien vu, bien vu. Le Bordeaux-Saint-Etienne 1-0, il fallait le. Qu'est-ce que j'ai aimé cette sensation quand j'ai vu le penalty Voilà. Saint-Etienne. Pourtant, derrière Bordeaux a J'ai- failli égaliser, il y avait Ah ouais, ouais. 2 mini-occasions. Dès que Ouais. j'ai vu le penalty, j'ai levé les bras tout seul. J'ai pronostiqué 1-0, j'ai eu une réminiscence à ce moment-là. Je pronostiqué 1-0, il me semble. Voilà. C'est beau, c'est beau. Ouais, ce que ça Denis fait le jeu des Bouanga. pronostics. C'est incroyable. Donc, Momo, t'es leader. Et ensuite, il y a 3 personnes à 8 points. Ghislain, Riyad et moi-même. Avec, Riyad qui est 3 points. volé, Non, t'as et pas Mena été Sourdine, même en me volant, on n'arrive toujours pas à me dépasser. volé. Je t'ai pas volé. Si. Et derrière, on retrouve Ibrahim, 5e avec 6 points. Salim, alors Salim, c'est un des nouveaux chroniqueurs qui va faire l'émission d'ailleurs vendredi, qui a pronostiqué et première journée, il prend 5 points. Donc là, il est quand même pas mal. Il avait mis 2-1 Saint-Etienne, 3-1 Monaco, 2-0 Marseille. Donc 5 points pour Ouais. Salim, qui est donc devant Franck. Franck, 4 points. Je crois que Franck, il n'a pas compris les règles du jeu. Je pense qu'il va falloir qu'on les lui réexplique quelque peu. Pour ça, il n'a pas compris. Pourquoi? Non, parce que des fois, je vois des scores loufoques de la part de Francky. Je pense Ah, que- pourtant, j'ai été clair sur le groupe. Bon, je vais peut-être lui réexpliquer les règles. Et en tout cas, Franck est pour l'instant ferme la marche de ce jeu des pronostics. Voilà. On va passer rapidement. Alors, Momo, je t'invite à appeler Mika en attendant. Ok. On va parler rapidement de Manchester United-Liverpool. Les Mancuniens donc, qui étaient à 2 doigts de l'emporter et avant qu'Adam Lallana passe par là. Avant que le Rojo lâche Adam Lallana aussi. Oui, aussi. T'en as pensé Incroyable. quoi du match, Riyad, globalement Liverpool, Ouais, moyen. Liverpool, Hein. ouais, très moyen. Ouais, Liverpool, très moyen. Après, je sais pas si c'est à voir l'absence de Salah. Parce que Ouais. vraiment, c'est les trois de devant. Quand il y en a un qui manque, on le sent quand même dans le jeu de Liverpool, surtout que depuis quelques journées, ils sont pas flamboyants. Ouais. Ça rappelle un peu, tu te rappelles, la saison dernière, ils ont eu un petit passage à vide, notamment Oui. il y a eu le match du PSG dedans. Oui, vous avez Et perdu je crois que 2-1 juste parce que- avant de perdre au parc, ils font un nul ou ils perdent à Watford. Non, ils font un nul à Watford. nul, hein. Ils partent pas, Nul ils à partent Watford. avec, face Mais à ça City. se passait très mal aussi depuis Alors, une semaine Mika, avant, 2 semaines. Comment tu vas? Ouais, un peu dans le dur, Ouais, même si bon, ils Ah, ça, perdent on pas. va reprendre dans- Mais dans ça. ils auraient pu quand même. Franchement, ce Manchester est largement prenable. Ouais, Et ils ratent un peu l'occasion de distancer, enfin de garder la distance avec City. ouais, City qui s'est imposé à Crystal Palace exactement. avec aucun défenseur. Enfin, aucun défenseur central. Rodri Fernandinho. Rodri Fernandinho en charnière. de la C'est charnière. dingue. C'était. Guardiola. Non, mais on le dira chaque semaine s'il faut, mais voilà, c'est le numéro 1 que tout le monde se taise. Ah non, non, ça, je suis pas d'accord. On T'es peut pas débattre. d'accord si tu veux. On peut Ah, bon, débattre. non, mais après, ouais, je suis dans la caricature, je rigole. Mais c'est ce qu'il fait, c'est incroyable. Oui, la patte qu'il met dans cette équipe, effectivement, c'est quand même pas mal. Liverpool, toujours leader hein, quand même de Première Ligue. Et donc, premier match sans victoire pour les hommes de Jürgen Klopp. Hein, toi, t'as vu le match aussi Ouais, j'ai vu le match. Ouais, c'était un très très pauvre Liverpool. Ouais, Bon, après, Riyad a assez bien résumé la situation. C'est vrai que Liverpool, ces dernières semaines, n'était malgré tout pas très très flamboyant. C'était des victoires à l'arraché, notamment avant la trêve face à Leicester. Merci le penalty de James Milner à la 93e. Même avant ça, il y avait des matchs, c'était face à qui face à Newcastle également, où ils ont tardé à se rentrer dans la rencontre, où Ouais. ils ont gagné grâce à Sadio Mané qui a porté un doublé ce jour-là. Mais c'était quelque peu laborieux. Après, il y a des périodes où c'est Liverpool qu'on connaît, pressing à haute intensité. Ils parviennent à faire des différences avec leurs individualités, mais bon, malgré tout, ils ont fait un sans faute depuis le début de saison, ils sont toujours invaincus. Premier accro avec, bon, même si Manchester United restait très très prenable, ils ont quand même sauvé les meubles en évitant la défaite. Ça, c'est un point qui risque de compter Merci. malgré Ouais, tout à la Parce fin de la qu'on- saison. Si je suis supporter de United Non, mais lui, ça peux fait battre 3 ce ans déjà, Liverpool mais qu'est-ce qu'il fait et là qu'il me encore fasse une erreur comme ça, mais je suis à la place de Yacine, mais je deviens fou. Je pense qu'il Vraiment. n'était pas bien sur l'égalisation. Ah ouais, mais de parce que Lallana. ce match-là, quand même, on n'a pas parlé de Manchester, mais bon, les joueurs sont quand même sérieux. Au milieu de terrain, ils font les efforts. Bon, ça reste très rudimentaire, mais c'est Manchester, Il y c'est avait pas le bon flamboyant choix. depuis le début de saison.
Mais quand même, tu dis pourquoi pas, ils iront chercher cette victoire qui leur fera énormément de bien. Parce que s'ils perdaient, ils auraient pu se retrouver, si ça relégable. Hein. enchaîné derrière, ils auraient pu se retrouver 18e. Mm. Et là, ils ont ce petit espoir. Et puis, tu fais cette erreur de marquage en fin de match. Rojo a l'image de sa carrière à Manchester United. Hein. En même temps, il est là parce qu'il y a une cascade de blessures. Oui. Antoine Zébé, qui avait déclaré forfait avant, pendant l'échauffement. Ouais. C'est un multirécidiviste, hein, ça, à ce niveau-là, les erreurs de marquage. Comme dirait un certain Gérard Rouillet, c'est Gérard Rouillet qui avait dit ça en 93. C'est un crime contre l'équipe. Gérard Rouillet. Le crime, il est plutôt de la part d'Ouillet que de Ginola sur cet épisode de l'équipe de France. Mais en tout cas, on en parlera plus tard dans une émission spéciale. Exactement, spéciale France. Après, à Liverpool, on n'en a pas parlé, mais il y a un truc qui me frustre, c'est les blessures à chaque fois de Naby Keita. Tu sens s'il y avait un peu plus de continuité, s'il pouvait être installé dans le 11, cette équipe serait encore meilleure. Et ces blessures à répétition à chaque fois. Il était sur une bonne dynamique l'année dernière avant qu'il se blesse en demi-finale aller contre le Barça. Ouais. Et c'est, pour parler poliment, hein, c'est très enquiquinant qu'il se blesse à chaque fois, mais c'est. Je sais pas, à voir s'il est fait pour enchaîner des matchs, 50 matchs par saison. Mais il n'avait pas de problème physique à Leipzig, il pouvait enchaîner les matchs. J'avais pas l'impression que. C'est l'intensité de la première ligue. Hein, arrêtez cette première ligue, l'intensité elle est partout en Allemagne, en Espagne, en France. Non, mais après, là, c'est plus. Non, mais physiquement, là, il se prend des charges de joueurs qui font. Là, en Allemagne, ils font 70 non, mais kilos. au-delà de ça, au-delà de l'intensité première ligue, c'est le club aussi dans lequel tu joues qui peut aussi. C'est pas pareil de jouer à Leipzig et de jouer à Liverpool. Au niveau émotionnel, ça joue aussi sur les blessures de joueurs. Hein. Moi, je pense. Oui, mais moi, je trouve ça frustrant quand même que Naby Keita puisse pas s'installer dans ce milieu de terrain de Liverpool. Ouais, c'est effectivement. Mais bon, là, il est rentré et espérons pour lui qu'il commence à s'installer au milieu de terrain, même s'il y a beaucoup de monde, notamment le capitaine Anderson. On va enchaîner avec le rugby. Et Mika qui est avec nous en ligne. Salut Mika. Salut l'équipe. Salut Mika. Bon, je te demande pas comment ça va. Bon, en tout cas, ça va. Moi, ça va mal. Moi, ça va pas. Moi, ça va pas. Donc là, ouais, vas-y. Moi, ça va mieux que Varamaina. Hein. Ouais, le pauvre. Au bûcher. Non mais franchement, d'ailleurs t'as reçu mon message, moi j'étais dévasté. Hein. Franchement j'avais vraiment les nerfs. Hein. À la fin du match j'étais dépité. Enfin bref, je te laisse résumer un peu la rencontre. Pour rappel, hein, la France qui a perdu en quart de finale de la Coupe du Monde face au Pays de Galles d'1 point. Ouais, après tu sais c'est bizarre, c'est un peu, je sais pas comment le prendre, parce que d'un côté on aurait gagné la porte pendant 4 ans, il nous aurait dit que tout va bien. Dans le rugby français, alors que tout va mal, tu vois, on aurait encore craché la misère pendant 4 ans. Non, mais c'est regrettable parce que ça faisait un long moment qu'on n'avait pas vu l'équipe de France faire un match d'une bonne qualité, hein, dans l'engagement, dans le jeu, tout ça. Face à un Pays de Galles qui s'est montré très faible, hein. Sur ce quart de finale, je pense qu'ils ont un peu subi la pression, ils ont un peu sous-estimé l'équipe de France. Et ça fait partie un peu des leçons de jeu, d'humilité qu'on leur a donné. Sauf que les faits de jeu ont encore une fois tourné en défaveur de la France. On fait encore une excellente entame, où on mène au score, où on mène, je crois, c'était 12-0 à nouveau. Et derrière, une nouvelle bêtise, donc percussion de Guirado qui perd la balle, on prend une contre sur un essai à 0 passe. Alors qu'on en a marqué 2, avec notamment un très très bel essai marqué par Olivon, avec une relance de Bakatawa, une passe après contact, après 3 jeux de passe, je fixe, je donne, et on va jusqu'à l'essai. Ça, c'était parfait, voilà, c'est ce qu'on veut voir de l'équipe de France. Et on est dans le match jusqu'à cette fameuse 50e minute où Varamaina a complètement disjoncté, parce que, voilà, il n'y a pas de mots sur le geste. Je suis content que le Gallois s'en sorte bien, parce que moi, je pense que je prends le même coup de coude dans la mâchoire, je suis pas sur la radio. On en parlait, le plus impressionnant, c'est que le Gallois se relève et puis qu'il joue la partie jusqu'à la fin comme s'il s'était pris une pichenette. Bah, tu sais, hein, regarde, Dan Bigard, il a pris 2 KO en phase de poule, il le faut jouer en équipe de France, alors qu'on prône le fait de protéger les joueurs,
et surtout de faire attention à eux, surtout après des grosses commotions. Donc, tu sais, au Pays de Galles, je crois qu'ils peuvent prendre des coups dans la figure, ça va pas les arrêter. Hein. Ils sont plus à ça près là-bas. Mais non, mais c'est triste parce que du coup, et en plus, il a mis un terme à sa carrière internationale après ça, parce qu'il a annoncé justement dans la journée qu'il ne jouerait plus pour l'équipe de France. C'est dommage ça quand même. Donc, c'est compliqué, c'est dur pour lui, mais d'un côté, je crois qu'il en a plus envie parce que je crois que tout le monde aura du mal à lui pardonner. Alors qu'en vrai, tu perds peut-être le match sur ça parce que tu as 14 mauvais moments, mais Ntama qui touche 2 fois le poteau, donc tu 6 points au pied. T'arrives 2-3 fois devant leur ligne et tu peux ne te pas laisser. Donc il y a plein de petites fautes comme ça aussi. Le match se perd pas que sur le carton rouge de Bamaina. Ouais. Donc parce que tu perds le match d'un point à la fin. Tu penses qu'il Donc, pourrait revenir en fin de compte, il y a plein de petites erreurs encore. Ce manque d'expérience, ce manque de confiance qui a fait qu'on passe pas en demi-finale. Hein. Il y avait la porte ouverte, on pouvait y aller. Mais voilà, encore une fois, un match qu'on ne maîtrise pas de bout en bout et qu'on perd tout seul. Tu penses qu'il pourrait revenir sur sa décision et réintégrer l'équipe de France? C'est déjà arrivé. Hein. Tu vois, Sergio Parisse avait dit qu'il arrêtait sa carrière internationale après la Coupe du Monde. Vu que le match Italie-Nouvelle-Zélande s'est annulé, il n'a pas voulu finir sur ça, il rejouera un match pour terminer. Si Maïna fait par exemple une grosse saison, s'il se montre hors norme et que c'est le meilleur seconde ligne français, et bien on ira le chercher en lui disant on a besoin de toi, t'as que 28 ans. On a besoin de toi. Et là, je pense qu'il est vexé. Il t'en veut. Et c'est quelqu'un de sensible à Maïna. Quand quelqu'un est aussi colérique comme ça sur un terrain qui disjoncte, c'est parce qu'en fin de compte, c'est quelqu'un qui est sensible. On ne sait pas ce qui se passe sur un match comme ça. C'est un match âpre. En face, les Gallois, c'est du dur. Hein. Donc, ils te cherchent. Et au bout d'un moment, je sais pas, il veut mettre un coup de coude pour se dégager, pour montrer qu'il est présent. Sauf qu'il voit pas que c'est la tête du Gallois qui est à côté. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. Maïna, c'est quelqu'un qui est comme ça. Hein. Une fois, il est arrivé à Agen, il s'est fait chambrer tout le match, il a pris un carton rouge pour un coup de poing, il est sorti en dehors de donneur au public. Voilà, ça justement, voilà, donc, il en a... tu le connais, le joueur. Hein. Ça, il en a parlé 2 ou 3 jours avant le match face au Pays de Galles dans l'équipe. Et c'est fou ça. En fait quand même qu'il ait encore pété un deuxième plomb quoi, dans le mauvais match. C'est un peu Eric Cantona du rugby. Hein. Cantona, des fois, il disjoncte sur un terrain. Je dis, il est fou, quoi. Maïna, c'est pareil. Il peut être excellent parce qu'il a fait une première mi-temps d'une qualité exceptionnelle. C'est lui qui a il était hyper important pour le pack. Donc, il fait une première mi-temps quand même de folie. Et le problème, c'est il sort sur carton rouge. C'est sûr qu'on retiendra que ça. Mais c'est dommage pour lui, voilà. C'est triste, mais ça mérite pas autant de haine sur les réseaux parce qu'on en a tous fait des conneries. Toujours qui... et je pense que l'équipe de France n'a pas un match que sur ça surtout. Voilà, il y a plein de petits trucs qui font qu'aujourd'hui on n'a pas à la ramener. Quoi. Ouais, alors, vas-y. Est-ce que tu penses que Mika, ce match peut servir d'acte fondateur pour 2023 avec Fabien Galtier qui va reprendre les rênes de ce 15 de France? Ouais, clairement, déjà, moi, j'ai vu des choses hyper encourageantes parce que j'ai vu des joueurs qui avaient su élever leur niveau et qui, on peut se servir, en fait, on peut s'appuyer sur eux. Un Bernard Leroux en seconde ligne, il a été excellent. Franchement, il a été parfait. Kamisha, il a fait une rentrée, il a couvert 2 postes à lui tout seul. Il était hyper actif. Vakatawa, c'est Rilan aussi, Vakatawa, hein, donc il a été exceptionnel, autant en défense qu'en attaque. Kikou, la paire de centre Kikou-Vakatawa a été, pour moi, a été digne du haut niveau. Et c'est des joueurs sur lesquels on va s'appuyer sur les 4 années à suivre. Dupont, c'est pareil. Dupont Ntamak, c'est une charnière qui a 21-22 ans. Donc c'est une charnière d'avenir. Donc ouais, franchement, c'est des joueurs qui ont montré qu'ils avaient du caractère et qu'on pouvait compter sur eux. Derrière, il y a de la continuité, ça va arriver. Mais par contre, il va falloir la jouer réglo sur les 4 ans à venir. Il va falloir que les clubs jouent le jeu. Il va falloir qu'on fasse jouer les jeunes joueurs parce que là, c'est toujours pareil. On pioche dans les petites équipes, les grosses piochent dans les petites pour recruter, avoir des joueurs ici des centres de formation français. Ils recrutent en leur faisant miroiter des salaires et derrière, ils jouent 3 matchs dans l'année. Donc, c'est pas le but. Au bout d'un moment, quand on prend des jeunes joueurs, l'objectif, c'est leur laisser leur chance. Mais le problème, c'est que on connaît tous les enjeux financiers qu'il y a derrière. Hein.
D'ailleurs, Momo, ton club parisien du Stade français, en ce moment, c'est pas la joie. Hein. Ah, c'est pas la joie. J'étais parti en vacances, je me suis quelque peu déconnecté et à mon retour, j'ai eu une fameuse surprise en voyant le Stade français dernier du top 14. J'ai failli avoir une crise, mais bon. C'est un budget monstrueux, Stade français, donc il y a des énormes enjeux. Donc, J'espère moi, que Thomas Lombard va remettre de moi, l'ordre après avoir dans la vu notre maison. équipe de France et avoir vu quelle équipe était alignée, je me suis dit, je suis confiant pour l'avenir. Voilà. Après, les cartes sont en main à la fédération et la ligue en carte en main hein, pour dans 4 ans. Hein. À eux de jouer le jeu. Hein. Ouais. À eux de pas se tirer dans les pattes aussi. Surtout. Ah, ben c'est ça, hein, clairement. Hein, parce que bon, c'est toujours pareil. Hein, tu peux mettre Galtier qui tu veux, si derrière tu fais toujours la même merde, ça ne changera pas, quoi. Effectivement. Mika, pour terminer, on va parler des autres matchs à venir. Cette Coupe du Monde, les demi-finales qui arrivent le week-end prochain, et un alléchant Nouvelle-Zélande-Angleterre, deux équipes qui ont impressionné ce week-end. Tu le sens comment cette rencontre Ça aurait dû être une finale, ça. Finale avant l'heure, Ça aurait dû voilà. être une finale. Moi, ça fait un moment que j'attends de voir un Angleterre All Black avec les deux équipes qui sont au pic de leur forme. Ouais. Parce que je pense que voilà, les Anglais, ils ont été d'une maîtrise incroyable face aux Australiens. Ouais. Mettre 40 points en Australie en quart de Incroyable. finale. Parce que l'Australie a développé un beau jeu. Hein. C'était cool, mais en face, les Anglais, ils n'ont pas bougé en défense. Et dès qu'ils avaient le ballon, ils plantaient à la All Black, en fait. Hein. À la All Black. Et les All Blacks, j'ai pas été impressionné par les All Blacks parce que c'était une faible équipe d'Irlande. Hein. L'Irlande a fait un mauvais mondial. Ismaël hein. l'avait dit. Ils perdaient quand même contre le Japon. Ils prennent 40 pions contre les All Blacks et ils n'ont pas eu à forcer. Donc les All Blacks, en fait, ils passent sans trop forcer. Mais par contre, les Anglais, je les trouve vraiment bien en place. Et Dean Jones, il fait du bon travail. C'est millimétré, ils ont un gros banc. Donc, moi, il me tarde. Je peux pas te dire qui c'est qui va gagner ce match parce que les All Blacks, on sait que contre les grosses équipes, ils peuvent se sortir le match de leur vie. Sauf que les Anglais, je pense qu'ils ont rien à perdre. Donc, à mon avis, ça va être un match hyper serré, mais ça va être un grand match. Ouais. Regarde. Surtout que les Anglais, ils ont encore mauvaise d'avoir raté la Coupe du Monde chez eux. Là, les All Blacks sont double tenant du titre. Il y a aussi un côté où les All Blacks sont quand même bien mangés et les Anglais ont faim. Ah ben oui, clairement. Et puis là, les Anglais, ils sont en pic de leur forme. C'est que là, eux, ils sont venus, c'est pour gagner. Ils ont mis toute une communication autour de ça. Eux, ils veulent repartir avec la Coupe du Monde. Et ils sont programmés à gagner. Et physiquement, ils sont prêts. Ouais. Ah, juste une question avec Farrell, le buteur, c'est ça? Ouais. Est-ce que même face au poteau à 10 mètres, il est obligé de... Non, c'est une question sérieuse. Obligé de mettre tout ce temps-là avant de buter? Ouais, parce que Farrell, en fait, tu le vois, là, quand il était en quart de finale, il était en mode champion. Lui, il a qu'un truc, qu'il soit à 50 mètres ou à 6 mètres, une pénalité, c'est une pénalité, c'est l'exigence du haut niveau. C'est pas un manque de respect. Bon, d'un côté, tu fais souffler tes joueurs, hein, parce qu'après 2 longues actions, tu permets de faire souffler tout ça. Hein. T'inquiète pas que s'il perd 2 points, la pénalité, tu te mets en face des poteaux, il met 2 secondes à la taper. Hein. Mais c'est le jeu, un peu, tu fais souffler tes joueurs et d'un côté, tu restes concentré quand même. Ouais. Et tu penses qu'un jour, il pourrait dépasser Wilkinson un peu dans cette légende du buteur anglais Qui gagne la Coupe du Monde. Ben, il s'en donne les moyens. Franchement, je sais que, par exemple, il disait qu'il prenait beaucoup des exigences que se donnait Tom Brady là, au football américain, qui à 40 ans continue à gagner, à toujours gagner, à donner autant pour gagner. Et il se donne les moyens d'y arriver. Hein, parce que, voilà, Farrell, c'est un gros compétiteur. Et c'est une sale tronche. Hein. En France, c'est vrai, comme tu le vois en France, tu te dis, quand il prend un gros plaquage à l'épaule sur la tronche, tout le monde se dit, il faut donner une médaille à celui qui l'a plaqué. Mais d'un côté, c'est lui qui l'a cherché, mais il l'assume hyper bien. Et c'est un grand joueur. Franchement, c'est un grand joueur. Ouais. Mika, la deuxième demi-finale, du coup, Pays de Galles, Afrique du Sud. Cette demi-finale, forcément, qui est moins clinquante que la première. Mais est-ce que tu vois des aspects intéressants à ce match-là? Oui, j'aimerais bien voir le Pays de Galles assumer son statut de numéro 1, déjà. Et de montrer le match qu'ils avaient fait contre l'Australie, parce qu'ils avaient fait des bonnes phases de poule. Hein. Ils avaient fait un gros match contre l'Australie, et je pense que les Pays de Galles sont capables, cette fois, d'assumer un gros match
L'Afrique du Sud, bon, certes, ils prennent le Japon, bon, qui n'a pas démérité, hein. Moi, je pensais que le Japon pouvait faire un coup. Ça s'est joué sur en fait, des conditions physiques. Les Sud-Est étaient beaucoup plus frais sur la seconde mi-temps. Mais les Sud-Africains sont programmés aussi pour gagner. Je pense que ça va être un match très, très âpre, très, très physique. Ça va taper fort, hein. Là, ça va être vraiment du gros combat. Ça va être le 8 de devant de chaque côté, vont envoyer du jour. Ça va être un match différent, hein. Ça va être beaucoup moins dans la gestion et beaucoup plus dans le combat. Et ça va être l'équipe qui domine le plus devant qui gagnera, je pense, sur ce match. Très bien. En tout cas, merci Mika pour tes expertises concernant le rugby. Et on te retrouve la semaine prochaine pour débriefer ensemble les 2 demi-finales de cette Coupe du Monde au Japon. Passe une bonne soirée Mika. Salut l'équipe, bonne soirée. Allez, ciao Mika. Ciao. Et c'est la fin de cette édition du Bisport. Merci Momo, merci Riyad. Merci. Ouais, on est précis, on est précis. Juste, est-ce que Riyad, tu peux me passer le téléphone du live? Parce qu'il y a des gens ici pas très intentionnés qui commentent. Ibrahim Kamara, que je salue, qui a commenté. Bon, je pense que c'était lors du passage de Romain Molina qu'il a commenté. Et il a terminé en disant il aurait pu s'abstenir à la fin. Non, non Ibrahim, non. Je suis pas d'accord. On vous a battu, on vous a battu. Voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder le Heureusement qu'il live. gagne un match tous les 10 ans. Non, 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 Parce que mais sinon, n'hésitez je pas. dirais Mais j'allais moi, pas. mais Non, mais j'allais pas en parler. Mais il faut commenter. Non, pas du tout. Faut parler. J'avais pas du temps à parler. Il faut parler de ceux qui commentent le live. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre le live du match Comore-Guinée. Plus de 1000 personnes pour assister à cette belle victoire. Merci encore à Romain Molina pour son intervention. Merci à Mika. Merci à Yacine qui a fait le lien entre Romain Molina et le Bisport. Quant à nous, on se retrouve dès vendredi pour une nouvelle édition du Bisport en direct sur notre page Facebook. Passez une excellente soirée. Salut à tous. Salut. Salut, salut.